Laurent est professeur agrégé de chimie dans notre université. Il est aussi enseignant en département hygiène, sécurité, environnement de l'IUT de Saint-Denis et il pratique l'improvisation théâtrale depuis ses études. Ce sont ses voyages et ses rencontres avec l'improvisateur qui l'ont amené à appliquer l'improvisation à la fois dans le cadre du développement personnel et professionnel et comme outil d'apprentissage, mais heureusement pas dans ses expériences de laboratoire. Parce que je pense que l'improvisation en chimie, ça ne pardonne pas. Mais dans un souci de sécurité, ben c'est quand même mieux de séparer les pratiques. Blague à part, l'improvisation théâtrale, elle est de plus en plus présente dans les formations professionnelles, reconnue comme un outil pour développer ce qu'on appelle les soft skills et permet de travailler à la fois l'énergie, l'écoute, le lâcher-prise, dont nous ne sommes pas toujours familiers quand on est face à nos étudiants qui, parfois, comme on l'a vu juste avant, sont passifs et parfois ne sont pas passifs du tout. Et bref, hein, voilà, exactement. Donc, si on est attentif à la structure et au contenu d'un atelier d'improvisation, on peut en tirer un certain nombre d'enseignements pour des méthodes actives d'apprentissage. Donc, il m'a semblé très intéressant d'avoir ces deux aspects, à la fois l'aspect vraiment technique en ligne et l'aspect finalement in situ que suppose l'improvisation. Dans cette présentation, Laurent va nous montrer comment les principes de base de l'improvisation, la structure d'un atelier et d'expériences menées auprès d'enseignants de FLE, de français langue étrangère, de responsables prévention et d'enseignants du supérieur permettent d'explorer le potentiel de cette pratique artistique dans le cadre du métier d'enseignant. À toi la parole, Laurent. Merci. Alors, déjà, par rapport à la remarque sur le laboratoire de chimie, à noter que l'improvisation, c'est pas du complètement free, voilà, on fait n'importe quoi. Et si ça marche, c'est parce qu'on se pose un cadre. Et finalement, si on se pose un cadre de sécurité au laboratoire, c'est ce qui nous permet aussi de créer et peut-être d'innover au niveau du laboratoire. Parce que voilà, on sait qu'il y a des choses, des règles à respecter. Si on veut, ça se termine pas trop mal. Donc, voilà, l'improvisation, c'est vraiment un outil. Alors, on va voir un petit peu, pour commencer, on va voir quelque chose qui n'a rien à voir justement avec ça. Donc, je suis au département hygiène, sécurité et environnement, donc je travaille avec des professionnels de la prévention, en plus de former les étudiants. Et il y a un jour un directeur de la prévention d'une entreprise de construction qui avait envie de montrer un peu aux universitaires ce que savait faire l'entreprise et montrer comme quoi, voilà, regardez les nouvelles méthodes. Et donc il m'a invité à une formation d'une journée pour des managers de proximité sur les chantiers. Donc je suis allé à cette journée de formation et en fait ce que j'ai vu c'est 6 heures de PowerPoint sur des concepts. En fait ils ont adapté une présentation que eux ont eue, les cadres dirigeants, par une boîte de consulting. Donc ils ont pris à peu près les mêmes concepts qu'ils ont donnés aux managers de proximité. Donc déjà en termes d'analyse de la cible, qu'est-ce qu'on donne par rapport à qui on a en face de nous, bon, il y a un petit souci. Je ne citerai pas l'entreprise. Et au bout de 6 heures, allez, mise en situation, est-ce qu'il y a des volontaires pour faire une mise en pratique? Alors moi je vais faire des choses qui ne sont pas bien et il faut qu'on me recadre. Bon, forcément pas de volontaire. Hein, donc volontaire désigné. Et bien sûr, sur le résultat de la mise en situation, on a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à la réalité. Voilà, on sent qu'il n'était pas comme il serait sur le chantier. Donc, une mise en situation comme ça, clairement, on n'a rien appris. Et c'est, voilà, je fais ça parce qu'il m'a demandé de le faire. Et puis après, je continuerai à faire comme avant, une fois que je suis retourné sur mon chantier. Alors, ça, pour vous dire que rendre les gens actifs, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça se prépare. Et ça, c'est un des premiers enseignements de l'impro.
c'est que ça se prépare, en fait, de rendre les gens actifs, et on monte petit à petit en puissance. Et en fait, on va voir après sur l'organisation d'un entraînement d'impro, comment ça s'est organisé. Alors, en gros, l'improvisation, on travaille sur, on va dire, 3 principales choses qui sont liées les unes aux autres. On travaille sur l'énergie. L'idée, c'est déjà, si je suis complètement affalé sur ma chaise à écouter, forcément, il y a un moment, je ne vais pas être en énergie, et je ne vais pas être actif, et je ne vais pas répondre aux questions. Voilà, alors que voilà, si je suis dynamique comme ça va être déjà plus facilement, je vais pouvoir participer. L'écoute, très important pour un improvisateur, l'écoute, parce que comme on ne sait pas du tout ce qui va se passer sur une scène d'impro, on a intérêt à être très à l'écoute de tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il vient de me dire, qu'est-ce que je peux en faire, etc. Et le lâcher prise, ça c'est quelque chose de très compliqué pour les enseignants, le lâcher prise. Et ça se travaille beaucoup avec l'improvisation, parce qu'en effet, si on est tout le temps en train de se demander comment ça va se passer, je ne sais pas, on ne va jamais y aller. On reste sur le bord de la scène et il ne se passera rien. Et c'est vrai qu'on a une culture de, déjà, à la base, on est plutôt des bons élèves tous, généralement c'est un peu comme ça qu'on arrive à être professeur à l'université, donc on a appris à respecter les règles, à être sage pour beaucoup, à répondre aux questions que demandait le professeur, 42, voilà, on était le seul à le dire, 42. Et on a cette image que le professeur doit savoir tout sur tout. Et il doit avoir une autorité, il ne doit pas avoir de faille. Et finalement, et c'est la personne du ministère le disait notamment, expérimenter finalement les élèves, ils ne vous en voudront jamais. En fait, en face de vous, vous n'avez pas des élèves, vous avez des humains. Mais c'est en fait, c'est compliqué, même si on en est convaincu, on reste sur une posture enseignant, élève, et avec faut que je tienne cette classe. Et c'est tout un travail, ça se fait pas en un jour de dire, ok, on va la lâcher, on va expérimenter des choses, et on va essayer de créer une relation autre avec nos étudiants. Donc, voilà, ça, l'improvisation, alors ces 3 choses-là, j'ai tendance à dire, on travaille un petit peu comme on travaille des muscles au sport. C'est concrètement, quand on progresse dans des années d'improvisation, on s'aperçoit que on arrive à saisir des petites informations ici ou là que on se dit il y a quelques années, voilà, on n'y arriverait pas. Et on s'aperçoit que les gens autour de nous n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas cette agilité d'écoute, de voir tout ce qui se passe autour d'eux. Pareil sur le lâcher prise, alors ça on voit beaucoup aussi en réunion, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, mais comment on va faire? Ah non, mais il faut absolument se battre pour tenir le truc. Et je m'aperçois que très régulièrement sur des réunions, en fait, alors que beaucoup de gens autour sont comme ça, moi en fait je suis déjà 3 coups d'après, c'est-à-dire que j'ai vu comment je peux utiliser ce qui est en train de se passer pour essayer de contourner et puis pouvoir faire le truc. C'est des habitudes, en fait c'est des réflexes qui se mettent en place par la pratique de l'improvisation. Et c'est vraiment comme le sport. Si j'en fais un peu moins, là j'en fais un peu moins en ce moment, qui m'oblige. Je vois bien que c'est pas comme avant, et qu'il va falloir que je m'y remette. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se pratique régulièrement, et c'est pas en 2 heures d'atelier non plus qu'on va arriver à faire, à révolutionner tout sur notre manière de faire les choses. Quoique, on voit quand même des transformations qui sont assez rapides parfois. Donc un entraînement d'impro, ça se construit en 3 temps. Premier temps, l'essentiel, l'échauffement. C'est des petits exercices qui vont faire qu'après, vous allez vous lâcher et oser faire des choses. Si on vous met tout de suite après des exercices techniques, et encore si on vous mettez tout de suite des applications en impro, en fait, dans la formation où j'étais allé, la formation professionnelle, ils avaient mis directement les gens en application, la partie 3. Donc forcément, ça ne marche pas. Il faut respecter les temps
pour que les gens puissent être pleinement sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors, on va voir voilà, quelques exercices pour vous donner une petite idée. Typiquement, cet échauffement, il faut le faire très régulièrement avec un rituel. Au début, alors ça va dépendre complètement du formateur, mais c'est vrai que souvent, au début de séance, on fait tout le temps la même chose. Alors moi, mon rituel, c'est, alors la caméra va mal me voir, mais c'est plutôt justement le côté échauffement sportif. On s'entraîne les chevilles, on les bouge, les genoux, les hanches, etc. On se déverrouille en fait. Parce qu'en fait, en improvisation, tout part du corps. Il faut d'abord engager le corps si vous voulez engager le reste. Et on va voir sur l'exercice suivant sur les photos l'importance justement qu'à pouvoir amener le corps. Parce qu'une fois que le corps s'est engagé, la parole elle est obligée de suivre. Parce que the show must go on. Une fois que je suis là, j'ai une position, il va falloir que j'explique cette position. Et donc je vais trouver une explication. Et il y a des choses qui vont sortir à partir de ça. Donc finalement, forcément de la parole, il y a d'abord un engagement du corps. D'ailleurs, vous voyez quand je suis en train de parler, il y a des mains qui m'accompagnent, parce que l'engagement du corps est là, forcément. Alors là, typiquement, après, on s'adapte à l'endroit où on est. On est un petit peu en retard, donc c'est peut-être pas forcément vous faire appliquer quelque chose, mais typiquement, un exercice qu'on peut appliquer comme ça dans la position où vous êtes. Alors souvent, moi, je préférais faire lever les gens, parce que ça engage le corps, hein, on est tout de suite plus actif, et puis on sort de ça, je suis affaire sur ma chaise. Et par exemple, cet échauffement sportif, je pourrais le changer avec juste le haut du corps, puisque je ne vois pas le bas. On a des choses aussi très typiques sur des débuts d'entraînement, où quand je dis 1, vous faites ça, quand je dis 2, vous faites ça, quand je dis 3, vous faites ça. Et puis, bien sûr, c'est des choses toutes simples. Et au bout d'un moment, il y a un peu beaucoup de chiffres, je mets des petits pièges, je leur dis quand je fais 4, quand je dis 4, vous faites ça, et puis juste après je dis 2. Et en fait, va commencer à être le premier déclic, il y a des gens qui vont se mettre à rire. Ils se plantent, ils sont en échec, et ça les fait rire. Et là, c'est là que commence la manipulation. Je vais dire comme ça. Donc, c'est-à-dire que ça y est, on va pouvoir trouver du plaisir dans le fait de se planter, d'expérimenter. Et donc, c'est peu à peu, on va augmenter la difficulté de ces exercices de manière très progressive. Et au bout d'une heure, les gens font des choses, même parfois une demi-heure, les gens font des choses, si je leur avais fait faire directement, j'aurais eu personne, ils n'auraient pas osé. C'est très, très agréable de voir au bout d'une demi-heure des gens en costard-cravate se mettre par terre. Voilà, comme ça, c'est juste sur une situation que je leur demande. Ça se fait tout seul parce qu'il y a eu cette phase d'échauffement avant. Et donc voilà, après, on s'adapte au milieu où on est. Voilà, je vous ai montré comment on sur un amphi, vous pouvez adapter. Ça, c'est par rapport à la personnalité de chacun aussi. Vous avez des banques d'exercices d'improvisation qui sont énormes sur Internet. Et donc, du coup, l'idée, quand on pratique un peu, c'est de se dire, qu'est-ce qui est adaptable? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Alors, là, typiquement, voilà, vous avez un exercice de photo-interrogatoire, donc que j'ai fait avec les enseignants. Alors, c'était à Kiev, il y avait des enseignants de l'Institut français, des enseignants de l'Université de Kiev, en langue française. Donc là, c'est la photo. Alors, photo-interrogatoire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, comment on a organisé cet atelier-là? Pendant 2 jours, on leur a fait faire de l'impro. Donc, plein d'exercices. Voilà, les techniques d'atelier classiques, des exercices d'échauffement, des exercices un peu plus techniques. Il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin sur l'impro très contextualisé, puisque l'idée c'était d'utiliser l'impro comme des outils. Donc ça pendant 2 jours. Et le 3e jour, on leur a fait, prenez vos manuels, cherchez dans vos manuels ce qui pourrait être utilisé avec l'impro.
Donc on les a mis en petits groupes, et puis par petits groupes, ils ont cherché, ah tiens, tel exercice, je pourrais utiliser tel exercice d'impro qu'on a vu avec ça. Donc là, en fait, dans le manuel, c'était une histoire d'un fait divers, un automobiliste qui a eu un accident à cause d'une saucisse surgelée sur la route. Et donc ils se sont dit, bah, on va faire, c'est un exercice de photo classique, hein, vous avez 5 secondes pour représenter un garage, pour représenter un hôpital, un mariage, etc. Et les gens, ben, voilà, très vite, ils se mettent en position pour faire ce que je leur demande de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à faire juste cet exercice de représentation de photo. Et puis après, exercice suivant, une fois que les gens sont figés, on les interroge pour savoir qui ils sont, comment ils sont. Alors comme ils ont dû se mettre en place très vite, souvent il y a des décalages, la situation n'est pas classique. Et c'est ce qui permet d'amener des choses intéressantes. Donc là, en fait, ils ont réutilisé ça. Donc, finalement, ils ont fait représenter le fait divers. Et il y a un étudiant, hein, bon là c'était des profs, mais dans leur réalité, ce seraient des étudiants, qui interrogent les autres pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui ils sont, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, c'est une manière de pratiquer le français pour eux. Donc, voilà un exercice classique. Alors, à la fin, hop, je reviens en arrière. Alors, autre exemple que j'ai fait des formations pour l'Institut français des formateurs en risques majeurs et environnementaux. Donc, c'est un institut qui forme des personnes relais dans les préfectures, les établissements scolaires, etc., pour sensibiliser aux risques, préparer les plans de prévention, faire un peu le relais en cas d'exercice, inondation ou autre. Donc voilà, j'aurais fait aussi une petite séquence pour leur montrer comment l'improvisation peut être un outil pour eux. Et on avait fait un exercice qui s'appelle la structure du conte. C'est-à-dire que bon, les gens se mettent en ligne, il y en a un qui commence par « Il était une fois », on va en faire un personnage qu'on décrit, et tous les jours. Donc, tous les jours, c'est la normalité. Hein. Dans chaque conte, au départ, il y a une situation qui est stable, et après, un perturbateur qui va faire que la situation va se déstabiliser. Et donc, ce perturbateur, ça va être « mais un jour ». Là, ça c'est quelque chose. Et après, il va y avoir toutes les conséquences de cette perturbation. À cause de cela, à cause de cela, à cause... Alors, on peut en mettre un, on peut en mettre 10. Et après, il y a finalement, on retourne à un point stable, le conte est terminé. Voilà, c'est une structure très classique dans le conte. Et finalement, là, ils avaient fait quelque chose autour d'une inondation. Et c'était assez intéressant, parce que donc, bon, il y avait eu pas mal de morts dans cette inondation, dans ce conte-là. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, à un moment, ils ont parlé du cimetière. Et de phrase en phrase, le cimetière a été inondé, les cercueils sont remontés, et il y a un moment, quand on a terminé ce conte, tout d'un coup, et donc les responsables aussi de l'Institut qui sont habitués à traiter des risques majeurs, tout le monde était là, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pour les cimetières? Et donc on a fait émerger une question qui n'était pas du tout classique dans ce genre de formation. Et donc, et ça, c'est... Voilà, on pourrait, le prof qui veut tout tenir comme ça, va faire non, faut pas mettre ce genre de questions, ils savent. Mais par contre, si on est ouvert à la réflexion, et voilà, et qu'on a envie de faire avancer les choses, et réfléchir ensemble, et montrer aussi avec quel mécanisme on va réfléchir à ce problème-là, c'est très intéressant de faire émerger cette question-là. C'est une question qu'on va avoir ensemble, je n'ai pas la réponse, on va essayer de trouver la réponse ensemble. Alors comment on va faire pour trouver cette réponse? Donc voilà, ça permet de faire émerger de l'inattendu, du décalé, et en fait à partir de ce décalé, on va pouvoir remettre des choses beaucoup plus sérieuses. Je fais des formations aussi depuis 2 ans pour Sapiens, donc voilà, en communication, je leur fais faire un petit atelier d'impro, et un peu dans la même logique que la photo, il y a des présentations diaporamas, donc il y en a un qui présente,
et les autres font les photos. Et donc les diapos qui défilent les unes après les autres. Et j'avais fait quelque chose sur la sécurité de laboratoire, justement, et donc à la fin, les gens, ils étaient contre la porte, comme ça, après l'explosion. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'on a quelque chose de très décalé qui nous permet après de discuter mais ça se passe comment dans la réalité. Et parce qu'il y a eu ce premier contenu, en fait, on a quelque chose sur lequel s'accrocher qui crée du souvenir, du souvenir plaisir, parce qu'il y a eu du rire, il y a eu... Donc, on a vraiment quelque chose qui s'ancre, et autour de cette chose qui s'ancre comme souvenir, on va pouvoir parler des choses sérieuses, qui sont en lien avec celle-là. Donc voilà, c'est juste des petits exemples que je vous donne là-dessus. Alors pour terminer, donc là je vous présente l'impro comme outil. Après, au début, je vous avez un petit peu parlé au niveau de la transformation finalement de l'improvisateur, comment il aborde différemment les choses. Et donc je vous mets un petit témoignage qui était très intéressant parce que c'est une prof donc, de l'Institut français de Kiev qui en même temps disait non mais c'est bizarre, je ne sais pas si j'ai appris quelque chose, et puis après elle nous disait un truc qui était juste génial, et donc elle nous dit cette phrase: hier après le stage, j'ai donné un cours à un groupe, et je me suis rendu compte que ma manière de donner le cours a changé. J'étais assez libre, ça m'a donné une autre vision de comment je peux intéresser les élèves. Et en fait, les gens, elle ne s'est même pas rendu compte, c'est après coup qu'elle s'est dit, mais mince, je n'ai pas donné mon cours comme d'habitude. La manipulation a fonctionné. Donc, et après, elle reparlait du stage, elle disait, oui, non, mais j'ai pas appris grand-chose, je sais pas, on aurait pu passer plus vite d'un exercice à l'autre. Elle ne s'est pas rendue compte en plus comment elle s'est transformée. Parce qu'elle, elle cherchait juste une liste d'exercices, mais en fait, on l'a fait pratiquer, pour pratiquer, pour pratiquer. Ah oui, elle avait l'impression tout le temps de refaire le même exercice, mais elle avait compris l'exercice. Mais en fait, c'est ça qui l'a transformée. Et qui a fait que, en soi, même sans utiliser un outil exact de l'improvisation théâtrale, elle a changé sa manière de diriger le cours, d'animer le cours et d'échanger avec ses étudiants. Pareil, il y a un enseignant que j'ai eu en formation à Sapiens, qui, à la fin, vient poser une question parce qu'il avait un petit souci de strabisme, et c'est quelque chose qu'il essayait désespérément de cacher aux étudiants. Sauf que parfois, il montrait celui d'à côté au lieu de montrer celui qu'il voulait. Et finalement, quand on a discuté, très rapidement, on est venu à l'idée que fallait l'assumer en fait, que même, voilà, c'est pas si important, et qu'il suffit de, voilà, excusez-moi, c'est mon strabisme qui revient, qui a encore le ciel, et d'en faire quelque chose de pas grave. Et si on en avait parlé avant l'atelier, je pense qu'on non, je ne vais pas se faire ça. Et en fait, ça paraît très naturel pour lui une fois qu'on a fait l'atelier. Et oui, c'était évident finalement que, oui, fallait qu'il l'accepte et pas qu'il en fasse quelque chose de grave. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc voilà, après c'est la pratique, bien entendu, qui permet d'aller plus loin. Mais donc je suis ouvert à vos questions. Donc, voilà. Non, en fait, je voulais poser une question. En fait, c'est une question remarque. Finalement, il faudrait interagir en deux temps. Premier temps, faire peut-être une improvisation auprès des collègues, pour un tout petit peu, on parle un tout petit peu de corps pédagogique dont les collègues avec qui on intervient dans nos promotions. Mm-hmm. Voilà, un tout petit peu peut-être par déstructuration, un peu relâchement, se mettre un peu plus dans cet aspect de la liberté en fait, de mouvement et d'enseignement. Et dans un deuxième temps, des élèves, puisque c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que nous avons des promotions de petits volumes, genre 20 élèves, jusqu'aux les promotions en médecine, donc je suis sur le site des volumes, jusqu'aux 600 élèves. Donc avec les 600 élèves, ou 300 élèves, vous voyez, des petites improvisations, des courts termes, genre 10 minutes, avant vraiment de débuter le cours, ce sera très intéressant. Par contre, il faut réfléchir bien comment le faire, avec ces volumes très importants
dépend des élèves. Des fois, on peut faire des mouvements. J'essaie, par exemple, de faire une petite vague. Vous voyez, on s'élève, voilà, on fait des mouvements de mains, des bras, du corps. Mais au-delà de ça, il faudrait réfléchir comment vraiment les éveiller, les réveiller, encourager voilà, mettre la téléphone dans le cartable, etc. Est-ce que vous avez des astuces pour les promotions qui sont un peu plus volumineuses? Alors, je dirais que le principal problème n'est pas la taille de la promotion, c'est pourquoi ils sont là. Quand vous êtes des gens qui sont là, typiquement première année de médecine, ils sont là pour réussir un concours et assassiner leurs voisins, tout de suite ça complique un petit peu la tâche. Alors déjà, entre enseignants, c'est clair, une des premières utilisations professionnelles de l'impro, c'est faire du team building. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Vous prenez n'importe quel improvisateur, il saura vous faire de l'impro appliqué au team building. Quand vous avez des applications un petit peu plus fines, il va falloir quelqu'un qui a une meilleure conscience de où on va. Par rapport aux trucs et astuces, en fait, ce que vous voyez, c'est que bon, nous, on a pensé un peu à l'exercice qu'on a fait à Kiev par rapport aux enseignants, mais l'important, c'est que c'est eux qui s'emparent des outils. C'est-à-dire qu'on leur a donné de l'outillage, on leur a appris à l'utiliser, et après, en fait, on leur a dit, maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, donc, des petits trucs et astuces, en effet, voilà, sur on se lève et puis on se... Ça, voilà, c'est pas compliqué à indiquer. Après, c'est vraiment voilà, on vous montre, il y a tout un catalogue d'outils, vous apprenez à les utiliser, et ça peut se faire finalement en équipe aussi. Voilà, c'est l'occasion que des enseignants suivent une formation d'impro, et ça renforce l'équipe, et ça leur permet de découvrir les exercices. Mais après, finalement, j'aurais du mal à vous dire, avec cela, faites ça. Parce que c'est votre groupe, c'est votre contexte, c'est votre situation, et on peut vous accompagner là-dessus, mais c'est vraiment... c'est la sensibilité de chacun. Moi, j'ai des choses que je fais sans problème, un autre improvisateur préfère agir autrement. Il y a des gens qui aiment plus travailler sur l'image, d'autres plus sur le son, d'autres... Et donc, c'est vraiment une question de s'approprier l'outil en soi, impro, et après, qu'est-ce que j'en fais? Donc, voilà, si on veut aller plus loin que les petites vagues et je m'amuse, c'est... alors, alors, un amphi de 300, ça va être compliqué, mais par contre, sur des groupes type TD, même un petit amphi, il y a un truc, si vous voulez ramener le câble, qui est très intéressant. Ça peut prendre du temps, hein. C'est les faire compter de 1 à 10. Mais sauf qu'en fait, il y a une règle, c'est que personne ne doit dire un chiffre en même temps qu'un autre. Donc, il y a une personne qui doit dire 1, une autre 2, une autre 3. S'il y a 2 personnes qui disent en même temps 4, on retourne à 1. Alors, quand il y a finalement, ça, on le fait pas mal quand on a eu quelque chose avec beaucoup d'énergie débordante et que c'est parti dans tous les sens pour recanaliser les choses. C'est de l'énergie aussi, hein, mais c'est de l'énergie qu'on reconcentre sur l'attention à l'autre. Et quand ils mettent un petit peu de temps à y arriver, quand ils y arrivent, il y a un bonheur. C'est gros applaudissements en général, et voilà, et on passe à la suite. Et ça crée le moment où ils y arrivent, généralement, on a l'impression vraiment qu'il y a un esprit de groupe qui est en train de se faire. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui change, et une connexion qui se fait entre les différents membres du groupe. Et donc ça, avant d'aborder un travail de groupe, c'est assez intéressant, c'est très facile à mettre en place. Et alors par contre, c'est vrai que s'ils sont 100, vous avez de grandes chances qu'il y en ait 2 qui disent en même temps un chiffre. Voilà, donc faut aussi, et puis s'ils sont 4, là, ils risquent d'arriver assez vite, peut-être avoir les faire compter jusqu'à 60. Mais voilà, sur des groupes un peu de taille intermédiaire, de 10, 20, peut-être 30, c'est un peu beaucoup déjà, ça marche super pour canaliser les gens et faire le groupe. Merci beaucoup, Laurence. Farida? J'avais juste une question, donc je me déplace, c'est ça? Non.
Noël, peut-il se déplacer ou alors Ou c'est toi qui te déplaces, mais Je peux me doucement, Ah oui, doucement parce sur la qu'il y a- caméra. il y a le- Tu me suis la caméra. de la caméra. Hop, je suis là. Voilà, gentille caméra. Parfait. Oui. J'avais une question sur le témoignage de Kiev, de l'enseignante, Oui. de formatrice, je ne sais plus très bien. Et vous avez insisté sur le fait qu'elle avait le sentiment d'avoir rien appris. Ouais. Mais le témoignage fait état de mise en place. Alors à l'arrivée, qu'est-ce qu'elle a appris? Parce que dans le code de formation, Enfin, en fait, les stagiaires ou des étudiants ou des élèves partent avec le sentiment d'avoir appris quelque chose qui leur a été clairement indiqué. ouais. En fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas appris comme ils ont l'habitude d'apprendre. Il y a des transformations qui se sont faites de manière inconsciente. Mais par exemple, transposer à l'échelle d'étudiants, ça va créer une inégalité monstrueuse. C'est-à-dire qu'on est sur des gens qui ont conscience d'avoir un apprentissage, même s'ils ne savent pas le signifier clairement, alors qu'à l'échelle d'un amphi ou d'étudiants divers, on aura énormément parmi eux qui n'auront pas le sentiment d'avoir appris quelque chose, qui vont repartir avec cette idée-là de il n'y avait rien à apprendre, sinon on s'est peut-être bien marré à l'arrivée, s'il y a telle Oui. question. Il y a deux choses là-dessus. Un, donc là, on est par rapport aux profs qu'on a formés à faire de l'improvisation. Par rapport à eux, si ça a pu être dit à la fin, ça, c'est qu'on a eu un feedback final. Et en fait, il y a beaucoup de choses, bien sûr, on ne l'a pas laissé comme ça. On a rebondi sur ce qu'elle a dit, on lui a montré comme quoi ce qu'elle disait, finalement, elle se contredisait elle-même. Donc, et là, il y a des prises de conscience qui se font pendant, finalement, cette sorte de retour réflexif sur ce qui s'est passé. Mais par exemple, sur les étudiants de jeu de 1 à 10, il faut aussi leur dire quel est l'enjeu de ce jeu. Si ce n'est peut-être simplement obtenir le calme pour avoir une concentration, peut-être. Enfin, Voilà, donner oui, les ça règles c'est quelque part. clair. C'est-à-dire que, ouais, j'avais une Oui, idée sur un petit jeu comme ça, on va leur dire, voilà. Et puis, vous le faites la première fois, c'est un petit peu, voilà, faut installer les choses. Si c'est la 10e fois que vous le faites, ils commencent à bien comprendre, voilà, c'est le rituel. Ah, ça veut dire qu'il faut le calme. Voilà, c'est comme quand vous avez les portes qui font ça. C'est une autre manière plus participative qui peut prendre plus de temps, hein, mais qui est participative. Mais quand un groupe se connaît, ça va très vite. Moi, quand je suis avec ma troupe d'impro, on arrive faut pas rester à 10, quoi. Faut aller à 20 ou à 30 si on veut se compter, parce qu'on se connaît très bien, il y a une connexion en soi qui se fait entre nous. Donc un groupe qui a l'habitude d'évoluer ensemble, en plus, il va aller de plus en plus vite. Donc voilà, par rapport à des gens qu'on forme à l'impro, il y a toujours cette phase de feedback, de retour réflexif, qu'est-ce qu'on a fait, à quoi ça sert. Par rapport aux étudiants, c'est pas forcément l'outil impro qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va mettre avec. Voilà, quand j'ai des préventeurs avec moi, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a soulevé l'histoire de qu'est-ce qui se passe pour les cimetières. Et donc moi, c'est le contenu de la formation là qui va m'intéresser. Et non pas forcément l'outil impro en soi. Donc qu'est-ce qu'on apprend avec l'outil impro? C'est comme, voilà, on ne va pas expliquer à quoi sert MookLab aux étudiants forcément, on va juste l'utiliser avec eux, mais avec une autre finalité. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on garde les éventuelles questions complémentaires pour cet après-midi, car l'heure continue de tourner. Je te remercie pour cette démonstration ici.